Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'interview que j'ai pu faire de Stan Lew de Marketing Mania. Pour rappel, cette interview a été réalisée dans le cadre de la sortie de son nouveau livre Votre Empire dans un sac à dos. Dans cette deuxième partie, on va davantage se consacrer au business en ligne, notamment quand on démarre de zéro, quelle est l'erreur numéro 1 qu'il ne faut pas faire, quelles sont les premières choses à faire justement pour mettre en place ce business en ligne et comment développer le business en ligne qui est en place pour créer un empire selon Stan. Allez, c'est parti. Quelle est l'erreur numéro 1 qui provoque l'échec d'un business sur Internet? Qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas marcher? Il y a plein de facteurs qui le font, mais je pense que le plus courant et le plus commun et le plus dangereux, c'est le fait de ne pas correctement identifier en fait, le besoin auquel tu réponds. Et ça, je le vois énormément dans les consultations que je fais pour mes clients, dans les questions que les gens me posent sur leurs idées. Tu vois. Ils ont une idée plus ou moins vague de ce qu'ils veulent faire. Alors, tu vois, par exemple, un exemple typique, c'est une personne qui veut se lancer, je sais pas, dans la nutrition, faire un truc dans la nutrition, etc. Et donc, la personne veut dire « Ouais, j'ai la passion pour la nutrition, je vais apprendre aux gens comment faire ci, comment faire ça, c'est super. » Le truc, c'est que quand tu regardes ça et tu dis « Ce que tu me racontes, c'est relativement intéressant et tu as l'air de t'y connaître dans ton domaine, etc. C'est bien. » Mais la question, c'est tu es en train de me dire qu'en face, quelqu'un va voir ta page de vente, rentrer sa carte bleue et acheter ton produit. Pour que cette personne achète ton produit et dépense cet argent, il doit avoir un besoin bien spécifique, un problème bien spécifique auquel tu vas répondre. C'est pas juste parce que voilà, la nutrition c'est intéressant et c'est bien, tu vois, tout le monde sait que la nutrition c'est bien, mais c'est pas dire qu'ils vont acheter un produit spécifique et ils vont dépenser de l'argent pour ça. C'est typiquement le genre de choses que si tu regardes des entrepreneurs et tu suis un petit peu de loin différentes boîtes, tu réalises pas en fait le travail qui a été fait sur le besoin. Tu dis ok bon ils font ça, ils vendent des formations sur le dev perso, donc moi aussi je peux faire dev perso et ça va marcher. En fait tu réalises que souvent si les gens vendent des formations sur le dev perso, si tu creuses vraiment dans leur marketing, et ça demande peut-être d'avoir un petit peu l'œil et de comprendre ce que tu es en train de regarder. Mais ce que tu regardes, c'est quelle est la douleur précise, le besoin précis, pour quel client précis est-ce qu'ils vont résoudre. Et tu vas découvrir que généralement, les gens qui vendent des produits et vraiment qui arrivent à faire ce type de transaction, eh bien, ils vont avoir un problème précis auquel ils répondent. Et tu ne peux pas te dire, je vais faire un truc un petit peu vague, un petit peu large et espérer que les gens vont acheter. Parce que tu peux faire un truc un peu vague, un peu large et potentiellement générer une audience, potentiellement avoir un petit peu de trafic. Mais dès que tu vas vouloir vendre, il va falloir que tu proposes quelque chose de bien précis aux gens qui répond à un besoin bien spécifique. Et donc souvent, les gens qui sont intéressés par un domaine et qui sont passionnés par un domaine se disent que leur intérêt et leur passion, c'est suffisant pour lancer un business. Alors que fondamentalement, c'est potentiellement suffisant pour créer du contenu et pour lancer un truc. Mais si derrière, tu veux vendre des produits, que ce soit des produits physiques, que ce soit du logiciel, que ce soit du coaching, que ce soit du consulting, du service, des formations en ligne, quel que soit le produit que tu vends, il faut que la personne derrière, elle ait un vrai besoin pour se dire, bah tiens, je vais payer pour ce truc-là. Et c'est ça que les gens oublient souvent parce qu'ils voient sur la surface, et c'est pour ça que je déteste le concept par exemple de thématique. Je vais me lancer dans la thématique de X. Je déteste ce concept parce que pour moi, ça veut rien dire. Ça ne te dit pas du tout ce que tu vas faire, quel besoin tu vas résoudre. Et c'est un moyen de faire un truc super vague sans vraiment faire le travail de comprendre quelle valeur ce que tu vas apporter à quelle personne. Et du coup, ça t'avance pas plus, quoi. Ça te donne un sujet, mais un sujet, ça suffit pas pour vendre un produit. C'est comme si je te dis, je vais me lancer dans la chaussure. Ouais. Ok, mais tu vas vendre quoi comme chaussure? Tu vas le vendre à qui? Et pourquoi est-ce que les gens achèteraient ta chaussure plutôt qu'une autre? Tu vois, t'as fait aucun… T'as fait 5% du travail, tu vois. Tu as choisi un grand marché qui est très large, mais tu m'as pas dit si tu allais faire des chaussures de course pour faire courir les gens plus vite. Tu m'as pas dit si tu allais faire des chaussures en cuir faites par des artisans en Italie pour les gens qui sont un peu qui aiment l'habit et le truc, tu vois. Enfin, il y a un milliard de directions dans lesquelles tu peux aller. Et donc, en fait, pour moi, ce qu'il faut pour avoir une idée de business qui est viable, c'est vraiment comprendre de manière spécifique le problème que tu vas résoudre. Et pour ça, je donne souvent aux gens une idée qui est trouver un problème dur. Et dur, c'est un acronyme qui veut dire douloureux. Donc, les gens ont une douleur, urgent. Donc, cette douleur est assez immédiate et reconnue. Donc, les gens qui ont cette douleur savent qu'ils ont cette douleur et qu'ils ont un problème. Donc, tu veux pouvoir spécifier ce problème. Et souvent, après leur avoir dit ça, les gens se retrouvent à me donner encore des trucs assez vagues. Par exemple, ils vont me dire, tu vois, le problème que je résous, c'est comment perdre du poids pour les gens qui sont occupés et qui n'ont pas beaucoup de temps, par exemple. Le truc, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est pas vraiment un problème. C'est-à-dire, c'est quoi la douleur ici? Et à partir du moment où tu peux me dire quelle est la douleur, là, on va commencer à parler. Mais c'est quoi la douleur? Qu'est-ce qui fait que les gens souffrent de ce problème? Et qui souffre de ce problème? Et qui est prêt à payer pour résoudre ce problème? Et c'est vraiment là où les gens font une erreur. Tu vois, c'est en termes de qui est-ce qu'ils vont cibler et quelle valeur est-ce qu'ils vont apporter. Parce que si tu n'es pas clair sur la valeur que tu apportes, tu ne peux pas en fait faire toutes les étapes qui sont ensuite, c'est-à-dire à commencer par le pitch de vente. Donc, tu vas avoir des pitchs de vente qui sont extrêmement vagues et extrêmement larges et qui essayent de parler un petit peu à tout le monde, mais sans vraiment rien te dire de concret.
Et tu vas avoir aussi du contenu où ça va être compliqué de cibler ton contenu et de décider quoi faire si tu ne sais pas qui est-ce que tu cibles. Et plus tu peux être précis là-dessus, plus tu peux être précis dans ta communication et donc plus la partie marketing va fonctionner et du coup, le business peut marcher grâce à ça. Du coup, toi, si aujourd'hui tu dois te lancer dans un business en ligne, ça serait quoi pour toi la première étape? J'imagine que c'est identifier justement cet élément dur, comme tu l'appelles. J'essaierai d'identifier un certain marché qui a un problème dont ils souffrent et qui sont prêts à payer pour résoudre. Donc ça, c'est le truc le plus large. Donc en gros, moi, si je devais me lancer aujourd'hui à partir de zéro, ce que je ferais, c'est probablement comprendre quel type de problématique marketing est-ce que tu as si tu es un marketing manager dans une PME entre 30 et 50 employés. Ok, je me base, tu vois, là-dessus. Je vais aller parler à des gens dans ces boîtes, essayer de choper des petits appels, de prospecter, email à froid, etc. Et comprendre, ok, quel est leur blocage aujourd'hui, qu'est-ce qui est un truc que vous aimeriez faire, mais vous n'avez personne en interne pour le faire. Et tu trouveras plein de choses. Moi, j'ai fait ça pendant un moment et je leur vendais des services de pub Facebook. Ils n'avaient personne en interne pour le faire, mais ils avaient, tu vois, en gros, ils avaient des objectifs en termes de génération de prospects. Et du coup, si je pouvais leur dire, tenez, moi, j'ai un truc qui peut vous permettre de récupérer 15% de prospects en plus, ils étaient tout de suite vachement intéressés. Et évidemment, voilà, c'est un truc qui se pose pour eux en continu. Tous les mois, ils ont un bilan sur le nombre de prospects, donc c'est un truc qui est urgent. C'est un truc qui est douloureux parce que c'est un des jobs principaux de leur boîte. Évidemment, si tu ne fais pas rentrer de prospects, tu ne peux pas vendre. Et ensuite, il est reconnu parce que c'est un chiffre et ils le suivent et ils savent de quoi je leur parle. Donc, c'est d'ailleurs plus facile de leur vendre, tu vois, de la pub Facebook, en tout cas par rapport aux clients que moi je ciblais, plutôt que de dire je vais gérer votre page Facebook, je vais vous créer un groupe Facebook, où là, ils n'envoient pas forcément directement le bénéfice, donc il y a beaucoup plus de travail d'éducation. Donc, j'essaierai de trouver un marché qui a de la douleur, que ce soit ça ou que ce soit autre chose, mais des gens qui ont un problème bien précis que je peux résoudre. Quitte et c'est là où les gens font l'erreur, c'est-à-dire quitte à cibler une petite marge de la population. Donc, tout à l'heure, j'avais justement quelqu'un qui me posait cette question dans les consultations clients, en gros, qui se posait la question de si son idée était bien ou pas. Mais il avait une idée qui était trop large. En fait, ce que je montre, c'est que en France, tu as quelque chose comme 67 millions de personnes quasiment. Et si tu regardes en fait le nombre de personnes qui sont abonnées à mon business, à ma chaîne, c'est 0,04% de la population en fait française, juste française, sans compter le Canada, la Suisse et tout. Donc en fait, mon business entier, et on travaille à 5 dessus, il n'y a que 0,04% de la population qui ont entendu parler de nous. Donc c'est très peu. Et voilà, et ça suffit à fonctionner. Et donc, ça te dit que tu peux avoir un truc qui est extrêmement spécifique et extrêmement niche, mais l'économie est tellement grande, il y a tellement de niches, il y a tellement de sous-besoins que si tu peux avoir par an 1000 clients ou quelques centaines de clients, ça dépend le prix de ton produit, ça suffit à tourner. Et donc, du coup, tu as besoin de parler qu'à une toute petite fraction de la population. Et que c'est une erreur de penser que tu vas élargir ton marché en ayant un problème qui est plus large, une promesse qui est plus large, en tapant large. Parce que certes, en théorie, tu peux parler à plus de monde. Mais le truc, c'est que dans la pratique, il ne suffit pas que quelqu'un soit en théorie intéressé. Il faut qu'il soit ultra intéressé pour payer pour quelque chose. Et il faut qu'il y voit vraiment un bénéfice qui est énorme. Et c'est là où les gens ne se rendent pas compte, tu vois, de la barrière qu'il y a à vendre quelque chose et de l'importance d'avoir vraiment essentiellement le truc précis qui va changer la vie de cette personne à ce moment-là ou résoudre un problème majeur dans sa vie. Et que si tu es en dessous de cette barrière avec un truc qui serait vite fait, peut-être utile, on ne sait pas trop, personne en fait va l'acheter parce que personne va se dire tiens, je vais payer pour ce truc qui va vite fait peut-être m'aider. En fait, ce que moi je remarque, c'est que les gens ont peur d'aller dans quelque chose de spécifique parce qu'ils se disent mais si je vais dans le spécifique, je vais me couper de certaines opportunités de vente, de services et autres. Alors que non, j'explique un peu la même chose que toi, c'est au contraire, si tu arrives à identifier un produit qui correspond à un besoin très précis, t'as pas besoin de toucher le monde entier, tu as besoin de toucher uniquement 100 000 personnes comme tu viens de dire. Donc ouais, exactement, je rejoins complètement ce que tu dis. C'est pas parce que tu as choisi aujourd'hui un truc spécifique que tu es coincé dedans pour toujours. Ouais, donc en fait, quand j'ai lancé Marketing Mania, j'avais en fait un marché cible de peut-être 100 entreprises à qui je pouvais vendre. Parce que je vendais un service de pub Facebook très spécifique à un type d'entreprise très spécifique. On avait peut-être 100 clients potentiels. Aujourd'hui, j'ai 300 000 abonnés sur YouTube et ma production de valeur a complètement changé. Personne ne te dit, c'est pas une loi qu'une fois que tu as commencé sur un marché, tu es limité à vie. Donc si les gens disent, tiens, est-ce que je vais pas limiter mon potentiel de croissance? Peut-être. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu as saturé ton marché d'origine, tu peux toujours élargir et passer sur un truc différent, offrir un autre service, élargir sa proposition de valeur, etc. Donc ça, tu peux toujours le faire plus tard. Il vaut mieux partir sur un truc précis, t'apercevoir que
tu as tellement cartonné ton marketing que tu as saturé ta niche d'origine, c'est déjà un bon problème à avoir. Ouais. Et ensuite, tu peux toujours élargir. Et voilà, tu peux toujours élargir et ça fonctionnera. Et tu te rendras compte, d'ailleurs, si tu as besoin d'élargir, tu te rendras compte que même sur une petite niche, ça peut te prendre du temps de la conquérir en entier, de la saturer. Et que tu la satureras encore moins si ton intérêt est dispersé sur un marché beaucoup plus large. Et justement, quelles seraient pour toi un peu les étapes clés pour passer d'un business en ligne, on va dire, à un empire? Pour moi, en termes de business en ligne, est-ce qu'on parle de comment est-ce que tu fais grossir ce truc-là et comment est-ce que tu fais grossir, en gros, ton empire en termes de force de production, en termes de puissance de frappe, en termes de projets que tu peux accomplir, en termes aussi de ce que tu peux toi en tirer dans ta vie personnelle, tu vois, en termes de revenus, en termes de dépenses, si tu veux. Pour moi, il y a 5 grandes étapes qui sont guidées par un concept qui est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est l'idée de dire que si tu veux avoir un certain effort et avoir un certain résultat et tu veux multiplier tes résultats par rapport à ton effort, il te faut faire levier sur quelque chose. L'exemple que je donne le plus simple de l'effet de levier, c'est par exemple YouTube pour moi. Donc, si j'avais pas YouTube et c'était juste quelqu'un qui avait des bonnes idées marketing, je pourrais peut-être démarcher des entreprises au porte-à-porte et essayer de leur pitcher mes services, mais je pourrais parler qu'à une entreprise à la fois. YouTube, c'est un levier qui me permet de faire un contenu et de toucher des dizaines ou des centaines de milliers de personnes avec un contenu. Et donc, c'est un levier qui démultiplie mon effort. Ouais. Donc après, quels sont les effets de levier que tu peux avoir? Le niveau 1 de l'effet de levier, c'est ton temps. Travailler plus. Tu travailles plus, tu fais plus d'efforts, tu as plus de résultats. Bien sûr, on sait tous qu'il y a une limitation à cet effet de levier qui est le travail, puisqu'à un moment donné, tu n'as plus d'heures dans la journée, tu arrives à bout. Donc, quel est le deuxième effet de levier que tu peux utiliser pour augmenter encore plus tes résultats? Deuxième effet de levier que tu peux avoir, c'est tes compétences. C'est-à-dire que tu vas commencer à développer tes compétences et trouver un moyen d'être payé essentiellement à la performance. Donc, soit directement parce que tu vas faire un travail, tu vas être copywriter et tu vas avoir un pourcentage sur les ventes et tout d'un coup, tu peux te retrouver avec un salaire horaire qui était bien supérieur à ce que tu avais avant parce que tu es payé à la compétence et tu fais levier sur ces compétences. Mais ça peut aussi simplement être, tu es un développeur avec des compétences très particulières dans certains langages que peu de gens ont. Et donc, du coup, tu peux faire levier sur ces compétences puisque tu as peu de concurrence pour négocier des contrats et négocier des tarifs qui sont plus élevés avec tes clients. Donc, tu fais levier ici sur tes compétences pour être récompensé pour tout ça. Et l'avantage, c'est que ton temps, il est limité, mais tes compétences, elles sont potentiellement infinies. Donc, quelqu'un qui aurait des compétences au top du top, ce serait par exemple un footballeur qui va signer des contrats pour des dizaines de millions d'euros. C'est quelqu'un qui a des compétences qui sont tellement élevées et tellement irremplaçable et qu'il est dans le top 0,001% de son domaine, qui va pouvoir avoir des trucs. Ça pourrait être le cas pour des acteurs, mais ça pourrait aussi être le cas, tu vois, pour certains patrons d'entreprise, etc., qui se sont construits le truc où ils font levier là-dessus. Et ça peut bien sûr être le cas, tu vois, sur un entrepreneur qui a des bonnes compétences et qui s'en sert pour faire grossir son business plus vite. Donc, par exemple, si tu es bon en copywriting et que tu es entrepreneur, ton business il va grossir plus vite qu'une personne qui fait le même truc mais qui n'est pas bon en copywriting. Donc, c'est un effet de levier qui multiplie tes résultats. Maintenant, évidemment, tes compétences, c'est qu'un élément. Et puis, à un moment donné, tu vas te dire, OK, comment est-ce que je fais pour avoir encore plus d'effets de levier? L'effet de levier numéro 3, le niveau 3, c'est la technologie. Et là, je parlais de YouTube tout à l'heure, mais c'est aussi, pour moi, un des grands exemples, c'est l'email marketing et les autorépondeurs. C'est l'idée que je peux écrire une séquence email une fois, une page de vente une fois, un tunnel de vente et le faire et faire tourner des gens dedans. Ce qui veut dire que dans mon business, au jour le jour, les gens vont consommer du contenu, vont être dans différents tunnels, etc. Si je devais faire tout en temps réel et envoyer tous les emails, ça serait impossible. Mais comme je l'ai fait une fois et que je m'en sers après pendant 2 ou 3 ans, avec parfois des mises à jour, des modifications. Mais quand je refais un lancement sur un de mes produits qui se vend depuis 2 ans et je fais des mises à jour et je refais un peu le tunnel de vente et je refais un peu le produit. Mais le truc, c'est que l'ossature de 80% du travail, elle a déjà été faite. Donc, je fais levier sur tout cet élément-là qui est réplicable grâce à la technologie. Bien sûr, après, tu peux automatiser tes tâches, tu peux faire du Zapier, tu peux faire tout un tas d'automatisation en termes de technologie pour faire levier encore plus sur ce que tu fais. Et là, bien sûr, tu fais levier encore plus. Tu étais copywriter, maintenant tu vas copywriter et en plus avoir de la technologie pour avoir des emails automatiques, pour avoir ton site web, pour avoir tes vidéos, pour avoir tes webinaires, tout ce que tu veux. Tu fais encore levier dessus à un niveau. Mais là encore, tu atteins les limites. C'est-à-dire qu'à un certain point, tu as mis en place toute la technologie que tu pouvais avoir, mais tu as encore un niveau, tu dis tiens, il y a des trucs que je voudrais accomplir en plus. Et là, tu en arrives au niveau 4, qui est le niveau dont on avait parlé avant, qui est ton équipe. Ouais. C'est-à-dire,
bah tiens, voilà, maintenant il faut que non seulement que j'ai de la technologie qui automatise certaines tâches, mais il faut aussi que j'ai des gens qui puissent prendre des décisions et qui aient un input humain. Donc tu vas commencer à développer une équipe. La manière la plus simple de commencer à le faire, c'est de recruter des freelances qui sont spécialistes dans un domaine spécifique. Par exemple, pour moi, le premier freelance que j'ai recruté, avec qui je travaille encore aujourd'hui, c'est un ingénieur son qui fait le montage sur mon podcast. Donc là, c'est assez facile de commencer en recrutant un ingénieur son parce que au départ, ça me prenait 3 heures de faire un podcast. Maintenant, ça m'en prenait 1h30. Donc, j'avais déjà économisé du temps. Et après, ça ne demande pas de compétences de management, travailler avec quelqu'un parce qu'il sait plus ou moins ce qu'il doit faire. Donc, je lui dis, OK, le podcast, tu fais le montage, tu fais ton job, lui fait son job et moi, je récupère le truc. Donc, tout d'un coup, j'ai fait levier où en mettant, j'arrive à produire un résultat qui est fondamentalement meilleur puisque son montage était bien meilleur que le mien en la moitié du temps. Donc là, j'ai fait levier sur une première personne. Maintenant, ça a des limites parce que à un certain point, tu te retrouves sur des projets où tu te dis, je suis sur un projet où je ne suis pas exactement clair de ce qu'il faut faire ici. Je ne suis pas exactement clair de comment structurer ce projet. Donc, l'exemple qui a été un des premiers exemples que j'ai fait avec les gens que j'ai recrutés à plein temps, c'était les groupes de travail. Donc, quand les gens rejoignent une de mes formations, on leur propose de rejoindre un groupe de travail qui est un groupe de 5 à 6 personnes qui vont s'appeler toutes les semaines pour s'entraider, pour discuter de leur projet et pour continuer à progresser ensemble et pour ne pas être isolés dans leur projet. C'est une idée, je l'ai eue, je me dis tiens, c'est une bonne idée. Maintenant, imagine que tu dois gérer des groupes de travail entre des dizaines ou des centaines de membres différents, qui ont tous leurs demandes différentes, qui ont tous des niveaux différents, qui ont tous des domaines différents. Comment est-ce que tu crées des groupes? Quelles questions est-ce que tu poses? Quel process? Est-ce que tu mets les gens ensemble s'ils sont dans le même domaine? Ou est-ce que tu les mets ensemble s'ils sont dans le même niveau? Est-ce que tu mets ensemble des gens qui sont dans des domaines différents pour se complémenter? Est-ce que tu mets un designer avec un copywriter, avec un spécialiste Facebook Ads, ou est-ce que tu mets les spécialistes Facebook Ads ensemble? Est-ce que tu mélanges différents groupes, etc. Quelles questions tu leur poses en amont? Combien de temps est-ce que le groupe il doit durer? Qu'est-ce qui se passe si une personne n'aime pas son groupe et veut changer de groupe? Et tous ces éléments-là, tous ces éléments de décision, je me dis, si je me mets ça je vais jamais m'en sortir de prendre toutes ces décisions, mais je ne peux pas non plus recruter quelqu'un et lui dire fais ça, parce que moi-même, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas quelles sont les bonnes réponses à ces questions. Donc, il faut que je prenne quelqu'un qui va non seulement être une personne qui va exécuter ce que je lui ai dit, il faut que je prenne une personne qui peut prendre les décisions à ma place, à qui je peux transmettre une certaine vision de mon projet, de ce que j'essaie de faire, et que la personne ensuite soit capable d'exécuter. Et donc ça, tu vois, c'est vraiment l'essence du niveau 4 du levier, c'est d'avoir une équipe où tu commences à pouvoir déléguer non seulement l'exécution, mais aussi la prise de décision. Et ça t'amènerait au niveau 5, qui serait le dernier niveau, en tout cas que moi je suis capable de percevoir aujourd'hui de ces effets de levier, c'est quand tu commences à faire levier sur ton argent et sur ton capital. Quand tu commences à déployer ton capital, quand tu commences à acheter des sites, quand tu commences à investir dans des business, dans des startups, dans la bourse, dans l'immobilier, là tu fais levier sur le capital pour avoir accès à quelque chose d'autre, pour multiplier tes résultats, etc. Si tu peux, tu vois, racheter un business, développer son marketing pendant 2 ans et le revendre, tu peux faire des grosses plus-values, tu peux faire des productions intéressantes et là tu fais levier sur ton capital. Donc c'est sur la prise de risque financière que tu vas avoir sur un certain projet. Pour moi, tu vois, c'est toutes les étapes que tu as et c'est normal de les faire dans l'ordre. C'est normal de commencer à un stade où tu te dis, là, je suis un peu au bas de l'échelle, mais il faut y mettre le temps, il faut bosser dessus et de t'apercevoir à un certain moment, OK, je suis au plafond de ce que je peux faire à mon niveau actuel. Comment est-ce que je peux accéder au niveau suivant en développant mes compétences, puis en automatisant une partie de mon service, puis en recrutant du monde, puis en déployant mon capital. Et autrement, moi aujourd'hui, je suis encore à cette étape 4, c'est-à-dire que fondamentalement, même si on génère aujourd'hui du capital sur Marketing Mania, dans le sens où tu vois, on génère un peu plus d'argent qu'on en dépense sur le business, je ne suis pas à un niveau où je suis expert pour savoir où le déployer et quand faire. Tu vois. Au sein du business, je ne suis pas en mode tiens, je vais racheter des trucs. Un truc qui m'intéresserait, je sais pas, ça serait de faire un système d'incubateur, etc. Actuellement, j'en suis encore à comprendre comment est-ce que je peux continuer à développer mon équipe, comment est-ce que je peux continuer à les former, comment est-ce qu'on peut développer cette force d'action. Parce qu'en fait, c'est compliqué de passer à l'étape suivante tant que tu n'as pas résolu ça. Parce que tant que j'ai pas développé mon équipe et que mon équipe peut gérer tous ces éléments et peut gérer tous ces détails, et si je me mets à faire des investissements à droite à gauche, qui va s'en occuper? Ça va juste être un truc de plus à gérer et ça va être le bordel. Tu vois. Alors que si j'arrive à un niveau où, OK, on est blindé sur Marketing Mania, j'ai des gens qui sont experts, que j'ai formés et qui peuvent se mettre sur des projets, je peux leur dire OK, vas-y, on va essayer de monter ce projet, on va mettre un ticket dessus, on va mettre un peu d'argent et on va te déployer dessus. Donc, c'est pour ça que tout se construit les uns après les autres, mais tu comprends en quoi il y a un effet boule de neige et petit à petit, tu peux monter un petit peu sur ces différents échelons. J'espère que cette vidéo t'a apporté un maximum de valeur. Si tu souhaites en savoir plus sur Stan et notamment sur son livre
Je t'ai mis le lien en description de la vidéo si tu souhaites te le procurer. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser davantage à YouTube. J'ai en effet posé plusieurs questions sur YouTube à Stan. Allez, à tout de suite.